Cette vidéo a pour but de vous aider à organiser votre prochaine campagne, que ce soit pour Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000 ou n'importe quel autre jeu. Peut-être avez-vous déjà organisé plusieurs campagnes, ou peut-être qu'il ne s'agit pour vous que d'un rêve lointain à l'heure actuelle. Mais dans les deux cas, il sera sans doute utile de passer en revue les différents types de campagnes, c'est-à-dire les différentes manières de lier des scénarios entre eux. Et je conclurai cette vidéo par mon type de campagne préféré, celui qui, je l'espère, saura vous convaincre qu'organiser une campagne peut être à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus excitant que vous ne l'imaginez. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Alors qu'est-ce qu'une campagne fondamentalement ? Eh bien c'est tout simplement le fait de disputer plusieurs parties qui soient liées entre elles. Liées par une histoire d'abord, par le thème de votre campagne, mais aussi par l'agencement logique des scénarios. Qu'est-ce qui fait qu'un scénario succède à un autre ? Et dans cette vidéo, on va s'intéresser spécifiquement à ça. Comment agencer vos scénarios entre eux ? Naturellement, la première étape d'une campagne devrait être d'en déterminer le thème, l'histoire, les forces en présence, la saveur de l'aventure que vous allez proposer aux joueurs. Mais aussitôt le thème narratif choisi, je vous recommanderai tout de suite après de choisir le type de campagne que vous envisagez d'organiser. En déterminant aussitôt quel sera le type de votre campagne, cela va grandement vous aider quand viendra le moment de choisir vos scénarios ou de les écrire vous-même. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va s'intéresser aux principaux types de campagnes en gardant à l'esprit qu'il n'existe pas de solution strictement inférieure ou supérieure, mais plutôt des choix plus pertinents, plus judicieux par rapport à des facteurs tels que le nombre de joueurs impliqués, les factions en présence, le temps que vous estimez pouvoir consacrer à cette campagne, le degré d'implication que les joueurs eux-mêmes seront prêts à y mettre, et enfin les aspects auxquels vous accorderez la priorité dans votre campagne. Alors rentrons dans le vif du sujet avec le premier type de campagne, les campagnes linéaires. Une campagne linéaire est sans doute le type de campagne le plus simple que l'on puisse imaginer. Vous prévoyez un ensemble de scénarios à l'avance qui semblent s'enchaîner logiquement, et ces scénarios se succéderont dans l'ordre préétabli. Scénario 1, scénario 2, scénario 3. Naturellement, vous êtes libre de déterminer le nombre de scénarios de votre campagne. À titre d'exemple, imaginons que des orques décident d'envahir un monde impérial. Une campagne linéaire pourrait donc se présenter comme ceci. Première partie, les orques attaquent cette planète. Deuxième partie, l'Imperium contre-attaque. Et troisième partie, confrontation finale. Sur le papier en tout cas, cet enchaînement de scénarios prédéterminés peut paraître logique. On peut avoir une montée crescendo dans l'échelle des batailles entre le premier scénario et le dernier. Et les joueurs ressentiront certainement la tension monter à mesure qu'ils se rapprochent du dernier scénario, celui qui aura pour but de déterminer l'issue de la campagne. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'une campagne linéaire ? Eh bien, le premier avantage est la simplicité. Ces campagnes sont simples à organiser, simples à jouer. L'organisateur prévoit une série de scénarios et les joueurs jouent cette série de scénarios dans l'ordre indiqué. Le travail requis en amont est minimal, les joueurs savent parfaitement ce dans quoi ils s'engagent. Ils ont une vision claire du nombre de parties qu'il sera nécessaire de jouer. Et une fois cette campagne lancée, elle est comme sur des rails, elle suit son cours. À partir du moment où les joueurs sont en mesure de compter ou de suivre un organigramme à une branche, ils pourront mener à bien cette campagne sans assistance extérieure. Un autre avantage pour l'organisateur est que ces campagnes ne requièrent pas de travail superflu, tout sera joué. Et nous allons voir que ce ne sera pas forcément le cas des autres types de campagnes où l'organisateur aura parfois à charge de prévoir des scénarios supplémentaires que les joueurs ne disputeront même pas. Ici, chaque scénario que l'organisateur aura pris le temps de choisir ou d'écrire lui-même sera exploité par les joueurs. Il n'y aura pas de travail superflu, pas d'arc narratif inexploité, pas de rédaction de règles inutiles. Et tout ceci allège la charge de travail. De plus, tout le travail préparatoire peut être fait en amont de la campagne. L'organisateur n'aura rien à faire au cours de celle-ci. Cela peut soulager l'organisateur qui crée sa première campagne de la pression, du stress de devoir gérer la campagne au cours du déroulement de celle-ci. Là, tout a été préparé à l'avance et ne requiert pas de capacité d'improvisation. Maintenant, concernant les inconvénients, et ils ne sont pas des moindres, le plus important est sans doute que les parties disputées par les joueurs n'ont aucun impact sur les scénarios suivants.
les répercussions narratives du déroulement de la première partie n'influent pas sur la seconde partie, ni même sur les règles du scénario à disputer à la suite. Les joueurs n'ont donc pas de part active dans le déroulement de la campagne et se contentent de se conformer au déroulement prévu de celle-ci. Cette absence de répercussion du déroulement des parties sur le déroulement de la campagne peut être très frustrante pour les joueurs, et elle s'avère encore plus problématique lorsque le déroulement des parties est en totale contradiction avec le déroulement prévu de la campagne. Bien sûr, il est possible de pallier au manque de répercussion narrative des parties en introduisant des règles spéciales bonus qui vont venir récompenser le vainqueur de chaque scénario. Ces règles spéciales accordées aux vainqueurs vont donner un enjeu à chaque partie. Cependant, il faut être très prudent avec les règles bonus accordées aux vainqueurs car elles peuvent vite avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire que le vainqueur du premier scénario aura de fortes chances d'être le vainqueur du second scénario, de décrocher un nouvel avantage, d'être le vainqueur du troisième scénario, etc., etc. Pour éviter cet effet boule de neige où un joueur gagne constamment et l'autre perd constamment, il suffit de s'assurer que les bonus accordés aux vainqueurs aient peu d'impact sur la partie suivante. En d'autres termes, qu'ils soient négligeables. Et s'ils sont négligeables, alors ils ne suffisent plus à donner cette sensation d'impact d'une partie sur la suivante. De par sa simplicité, la campagne linéaire peut sembler idéale pour une première expérience, mais ça n'est pas forcément le cas. Si vous organisez votre première campagne, votre responsabilité est double. D'une part, vous devez accomplir le travail nécessaire pour mettre cette campagne sur pied, et d'autre part, vous devez vous assurer que les joueurs aient envie de recommencer l'expérience. Or, l'aspect rigide et prédéterminé de ce type de campagne risque de ne pas laisser aux joueurs un souvenir inoubliable. En conclusion, je dirais que la campagne linéaire n'est pas un bon type de campagne pour une première expérience, voire même pas un bon type de campagne tout court. Mais elle peut rester un outil tout à fait valable pour improviser une petite campagne, le temps d'une soirée prolongée ou d'un week-end de jeu. Quitte à disputer 3 parties de toute façon, pourquoi ne pas les lier avec un arc narratif assez simple, par exemple 2 petites parties de Kill Team et une partie de Warhammer 40 000, en enchaînant simplement ces 3 scénarios les uns à la suite des autres. Alors passons à présent aux campagnes en arborescence. On devine déjà au premier coup d'œil sur l'organigramme que les possibilités cette fois-ci seront multiples. Le fonctionnement est très simple, vous avez toujours un point de départ, un premier scénario. Et suivant qui remporte cette première partie, cela va vous mener vers un scénario ou vers un autre. Par exemple, si le joueur 1 remporte le premier scénario, les joueurs devront ensuite disputer le scénario 2A. Mais si c'est le joueur 2 qui remporte le premier scénario, alors les joueurs devront disputer le scénario 2B. En reprenant le cas de figure de notre assaut planétaire orc sur une planète impériale, cela pourrait donner ceci. On voit ici sur cet organigramme que plus l'on s'oriente vers la gauche et plus la campagne prend une tournure favorable aux orques. Inversement, plus l'on s'oriente vers la droite et plus la campagne tourne en faveur des impériaux. Sur la troisième ligne et aux deux extrêmes, on constate que soit la campagne prend la tournure d'une débâcle pour les impériaux qui sont contraints d'abandonner la planète, soit ce sont les orques qui sont repoussés et doivent renoncer à leur projet d'invasion. 2 situations complètement différentes qui tiennent compte des batailles précédentes, contrairement à une campagne linéaire. Le premier avantage d'une campagne en arborescence est que les joueurs peuvent visualiser à l'avance les conséquences de leurs victoires et défaites. Et cet avantage n'est pas à sous-estimer, en particulier si ce sera la première campagne à laquelle vos joueurs participeront. Cet organigramme est comme une promesse faite aux joueurs que leurs actions auront vraiment des répercussions sur la campagne. Si d'aventure ils jettent un œil à la dernière ligne, ils réaliseront que chaque victoire et chaque défaite comptent et qu'ils n'ont certainement pas envie de se retrouver dans la situation où ils sont contraints d'abandonner la planète, dans un dernier scénario où ils en sont réduits à essayer de protéger les dignitaires impériaux ou leur big boss lors de l'évacuation. C'est un avantage non négligeable des campagnes en arborescence, car l'une des étapes les plus importantes, si ce n'est la plus importante de l'organisation de votre campagne, c'est celle qui consiste à convaincre les joueurs de participer. Et ce genre d'organigramme est un bon argument de vente. Autre avantage, comme pour les campagnes linéaires, tout le travail préparatoire peut être fait en amont. L'organisateur pourra travailler tranquillement et patiemment en silence, et il n'aura rien à faire, aucune pression à gérer durant le déroulement de la campagne en elle-même. Ces 2 avantages combinés font que les campagnes en arborescence sont assez idéales pour une première campagne.
Les joueurs perçoivent clairement la promesse que leurs actes auront des conséquences majeures sur le déroulement de la campagne. Mais cette campagne conserve une trame solide, évitant tout stress à l'organisateur une fois que celle-ci sera lancée. Néanmoins, une campagne en arborescence n'est pas sans quelques inconvénients. D'abord, une grande partie des scénarios, que l'organisateur aura eu à charge de sélectionner ou d'écrire lui-même, sera finalement inutilisée. On peut voir que cette campagne, prévue pour le temps de 3 parties, ne nécessite pas moins de 7 scénarios. Cela fait 4 scénarios qui ne seront finalement pas exploités par les joueurs. Mais ils sont pourtant indispensables pour avoir cet éventail de possibilités différentes devant eux. Et la charge de travail préparatoire pour organiser une telle campagne s'accroît exponentiellement si vous prévoyez de l'étendre sur 4, 5 ou 6 parties. Par ailleurs, la structure d'une campagne en arborescence demeure tout de même très rigide. Même si ce sont les victoires et les défaites des joueurs qui vont activer les différents aiguillages, la campagne reste sur des rails. Au final, les campagnes en arborescence offrent un bon équilibre entre une structure préétablie et une certaine dose de liberté pour les joueurs. Bien qu'elles avancent inévitablement vers l'une des conclusions qui avaient été prévues à l'avance, le fait pour les joueurs d'être les seuls à déterminer vers laquelle de ces conclusions ils s'orientent leur suffit à garder un souvenir mémorable. L'organisateur n'a aucun travail complémentaire à apporter au cours de celle-ci et il peut donc tout à fait y prendre part en tant que joueur. Passons à présent aux campagnes à échelon. Une campagne à échelon se présente sous la forme d'un tableau que vous aurez préparé et sur lequel vous aurez inscrit les noms de chaque joueur dans un ordre correspondant à leur ordre d'inscription. Ainsi, le premier joueur à s'être inscrit à votre campagne sera sur la première ligne, le second joueur sur la seconde ligne, etc., etc. Le but pour les joueurs va désormais être d'occuper la première place à la place du premier, ou du moins de remonter dans le classement. Les joueurs ont la liberté de se défier entre eux comme ils l'entendent et d'organiser eux-mêmes leur propre partie. Les joueurs qui se trouvent en haut du classement ne peuvent pas décliner éternellement les défis puisqu'un joueur qui ne joue pas de partie pendant 1 mois descend d'une position dans la liste. Une fois que 2 joueurs ont disputé leur partie, si le vainqueur était en dessous dans le classement du vaincu, eh bien il prend sa place. En revanche, si le vainqueur était au-dessus du vaincu dans la liste, alors il remonte d'un cran à la place de celui qui le précédait. Si le joueur qui est déjà en tête du classement remporte une partie, alors le joueur qui l'a vaincu descend d'un cran dans la liste. Par exemple, si Simon défie Timothée qui est le premier du classement et remporte la victoire, alors Simon prend la place de Timothée et devient à son tour le premier. Maintenant, supposons que Jérém, le troisième, décide de défier Warren, qui est au-dessus de lui dans le classement, et qu'il perde. Eh bien, Warren remonte d'un cran, passant devant Simon et devenant à son tour le premier. Supposons à présent que Tim veuille reprendre la place qui était la sienne il n'y a pas longtemps et affronte Warren, le premier du classement. Mais Tim subit une défaite, et comme cette défaite était contre le premier joueur du classement, alors Tim régresse d'une position et se retrouve 5e. Les campagnes à échelon sont donc très simples à mettre en place, elles ne requièrent rien de plus qu'un tableau et un peu de temps pour déterminer le thème et les éventuelles règles spéciales de la campagne. C'est aussi un système très souple, les joueurs s'organisent entre eux pour les parties, ils ont en principe eux-mêmes le choix dans les scénarios qu'ils disputeront. De nouveaux joueurs peuvent se joindre à la campagne en s'inscrivant simplement au tableau, et l'organisateur n'aura finalement que très peu de travail à fournir pour entretenir la campagne. Au niveau des inconvénients, et il n'y en a qu'un seul à vrai dire, ce type d'événement tient plus de la ligue ou du tournoi que de la campagne. Dans sa forme la plus simple, il s'agit surtout d'un classement avec une petite mécanique ludique pour remonter ou descendre dans ce classement. Ceci étant dit, un organisateur consciencieux n'aura pas de mal à pimenter un petit peu un tel événement. Il est facile d'insuffler un peu de vie à une telle campagne en prétextant par exemple que le premier joueur dans le classement est celui qui a en sa possession une précieuse relique. Tous les joueurs s'affrontent pour la possession de cette relique, perdant et gagnant en puissance tour à tour au gré de leurs affrontements, obtenant également des renseignements auprès des joueurs qu'ils ont vaincus, tout ceci dans le but d'être l'unique possesseur de la relique quand sonnera la fin de la campagne. Il est également possible de renforcer le thème de cette campagne en restreignant l'accès qu'à des factions chaotiques par exemple, représentant ainsi une lutte intestine dans les désolations informes du chaos. Cette campagne peut passer tour à tour par plusieurs royaumes mortels d'Age of Sigmar.
chacun apportant leurs propres règles spéciales, leurs propres sorts inédits, et leurs propres événements pouvant avoir lieu sur les champs de bataille. Même si le fonctionnement de cette campagne tient plus du tournoi prolongé dans lequel on pourrait entrer et sortir à volonté, il est tout de même possible d'y glisser un thème narratif fort, des règles spéciales inhabituelles, et toutes sortes de choses dont les joueurs se souviendront. En conclusion, si une campagne à échelon n'est peut-être pas une glorieuse saga se déroulant chapitre après chapitre, comme certains peuvent être en droit de l'attendre d'une campagne narrative, il n'en demeure pas moins que c'est une très bonne solution pour animer un club ou une boutique, faciliter les rencontres entre les joueurs, créer une émulation collective tant pour le jeu que pour les décors à thème, et glisser un soupçon de règles spéciales amusantes qui donneront à certains joueurs le goût du narratif. Ensuite, nous avons les campagnes sur carte. Les campagnes sur carte sont considérées par certains comme le seul type qui mérite vraiment le titre de campagne. Et dans une certaine mesure, cela peut se comprendre. Si vous regardez un documentaire ou que vous ouvrez un livre consacré à une campagne militaire historique, il y a fort à parier que vous y trouviez au moins une carte, notamment pour représenter les mouvements de troupes, les garnisons, etc., etc. Et les campagnes sur carte sont les seules à vous offrir cette perspective. Une perspective très loin au-dessus du champ de bataille où vous pouvez donner les ordres à vos troupes de se déplacer ou de stationner à certains endroits. Pour organiser une telle campagne, vous aurez besoin d'une carte, sous format informatique, imprimée sur du papier, ou mieux représentée physiquement en maquette. Et cette carte sera subdivisée en zones, le plus souvent sous forme d'hexagones. Les joueurs reçoivent des marqueurs pour indiquer la position de leurs troupes sur ces hexagones, et à chaque nouveau tour de campagne, correspondant en général à une semaine ou un mois, les joueurs peuvent placer de nouveaux marqueurs sur des hexagones pour symboliser l'expansion de leur zone de contrôle. Si un joueur veut s'emparer d'une zone déjà contrôlée par un adversaire, alors ils doivent disputer une partie et le vainqueur remporte le contrôle de cette zone. Et bien sûr, le tout peut être agrémenté de zones spécifiques représentant des sites d'intérêt particulier tels que des générateurs, des cités-ruches, des spatioports ou encore des portes vers les royaumes mortels. Idéalement, chaque zone représentée sur la carte correspondra à une table de jeu spécifique. Il y a bien des manières d'agrémenter une campagne sur carte, telles que des points de ressources à dépenser, des hexagones spéciaux octroyant des capacités spécifiques, mais vous avez compris l'idée, passons aux avantages et aux inconvénients. Le premier avantage d'une campagne sur carte est sans aucun doute son attrait visuel. Les joueurs sont en général des passionnés de modélisme qui seront très sensibles aux efforts consentis par l'organisateur, et la vision d'une carte modélisée en 3D et peinte à la main pour donner vie au lieu où se déroule la campagne les réjouira au plus haut point. Si les lieux spécifiques représentés sur votre carte correspondent à des tables à thème, spatioports, cités-ruches, etc., les joueurs mourront d'envie d'aller y planter leur drapeau. Rares seront les joueurs à ne pas signer tout de suite pour une telle campagne. L'attrait visuel suscité par une carte format papier ou informatique ne sera jamais similaire à une maquette, mais il est tout de même possible de le reproduire en partie si l'on soigne la présentation de son document. Un autre avantage des campagnes sur carte est d'offrir une sorte de jeu en dehors du jeu. Entre chaque partie, les joueurs pourront s'amuser à déplacer leurs troupes sur la carte, gérer leurs ressources, etc. Et enfin, avec la possibilité de se déplacer dans toutes les directions possibles, les joueurs auront une perception de liberté avec ce type de campagne. Mais une telle campagne n'est pas sans inconvénients. Tout d'abord, elle requiert beaucoup d'implication et de disponibilité non seulement de la part de l'organisateur, mais aussi de la part des joueurs. Il appartient à l'organisateur ou aux organisateurs de déterminer le degré d'exigence qu'ils souhaitent appliquer à leur campagne. Mais entre le fluff, les règles et le modélisme, une campagne sur carte peut vite devenir l'œuvre d'une vie. Et dès lors qu'il s'agit d'y faire intervenir des joueurs, elle devient l'œuvre de plusieurs vies. De plus, sa structure est rigide, et c'est pourquoi elle a une forte probabilité de ne jamais commencer, ou bien de commencer pour ne jamais se terminer. Les désistements ou les ajouts de nouveaux joueurs ne sont pas faciles à gérer avec ce type de campagne, et le manque de disponibilité des joueurs peut avoir raison aussi bien des sessions de jeu que des sessions de gestion et de déplacement dans la campagne. Dans cet exemple donné, si l'on imaginait que la carte était plus grande et qu'il y avait plusieurs belligérants impliqués, il n'en demeure pas moins que si les déplacements devaient engendrer une interaction entre les orques et les Space Marines, cela requiert la présence des 2 joueurs. Même si 7 joueurs sur 8 sont présents mais que le joueur Space Marine manque à l'appel, ce tour de campagne ne peut pas être résolu correctement. Une telle campagne n'en demeure pas moins un événement glorieux que je ne voudrais pas vous décourager d'organiser.
Mais pour qu'elle arrive à son terme, il faut être conscient qu'elle requiert une forte implication de la part des organisateurs, mais aussi des joueurs. Viennent ensuite les campagnes par phase. Ce type de campagne est apparu dans des livres Forge World tels que Bad à boire, Fall of Orpheus et plus récemment dans Vigilus. Comme leur nom l'indique, ces campagnes se déclinent en différentes phases. Chaque phase aura une durée prédéterminée ou bien un nombre de parties fixé à l'avance avant de passer à la phase suivante. En reprenant notre exemple d'assaut planétaire orc, cela pourrait donner quelque chose comme ceci. Phase 1, les orques débarquent. Cette phase se jouera exclusivement entre orcs et forces de défense planétaire, et les parties se restreindront à des escarmouches au coup en points limités. Dans la phase suivante, les Space Marines interviennent. Ils viennent s'ajouter aux orques et aux forces de défense planétaire, et la limite de coups en points est revue à la hausse pour mettre en scène des batailles intermédiaires. Puis les choses escaladent vers la troisième phase où d'autres clans orques et d'autres forces impériales se joignent à la partie. Les règles d'Apocalypse pourraient être utilisées pour représenter ces dernières batailles gigantesques. Durant chacune de ces phases, un éventail de scénarios différents sera proposé aux joueurs. Des règles spéciales thématiques peuvent s'appliquer, correspondant à la période ou au lieu couvert par cette phase. Les phases peuvent représenter aussi bien différentes périodes, différents lieux ou différents événements. Ainsi, chacune de ces phases pourrait correspondre non pas à un stade de la guerre, mais plutôt à une planète d'un système solaire. Les avantages de ce système sont l'adaptabilité, la promesse d'expériences de jeu variées et la relative liberté pour les joueurs. En effet, chaque phase est un bac à sable où les joueurs peuvent s'amuser comme ils l'entendent. Ils jouent autant qu'ils le souhaitent, avec les restrictions correspondant à la phase en cours, les règles spéciales, les décors de circonstances, etc. Il est aisé de faire des ajustements pour accueillir de nouveaux participants ou pallier au désistement de certains autres. Certains joueurs peuvent ne disputer que 2 parties par phase tandis que d'autres en disputeront 8. De plus, en organisant leurs parties comme ils le souhaitent selon les scénarios proposés par les organisateurs, les joueurs seront plus enclins à participer, car la présence simultanée de tous les joueurs en un même endroit n'est pas requise. En revanche, la centralisation des résultats et la gestion de la campagne par un organisateur qui n'est pas un joueur sera vraiment indispensable. Pour ce qui est des inconvénients, on pourrait évoquer le fait que les phases soient prédéterminées à l'avance. Les actions accomplies par les joueurs au sein de chaque phase pourraient complètement invalider la cohérence narrative de la phase suivante, laissant à l'organisateur le choix entre revoir complètement sa copie ou continuer à faire avancer sa campagne comme prévu vers des phases qui auront de moins en moins de sens pour les joueurs et leur donneront l'impression que leurs actions ne sont pas vraiment prises en compte. Par ailleurs, si chaque phase est un peu permissive, comme suggéré dans les livres Forge World ou Games Workshop, c'est-à-dire que tous les scénarios sont autorisés, mais ceux dont le thème correspond le plus à la phase en cours seront gratifiés de plus de points, eh bien la campagne sera très souple. Mais alors les joueurs peuvent rester dans leur zone de confort en ne jouant que des scénarios lambda, Eternal War, Maelstrom of War, etc., sans s'aventurer dans des scénarios plus inhabituels ou plus audacieux s'il n'y a pas un organisateur à proximité pour les y encourager. En résumé, les campagnes par phase sont souples, facilement adaptables, elles promettent des expériences de jeu variées, et c'est globalement un très bon système de campagne. Leur seul inconvénient majeur est le risque que les joueurs ressentent que les phases sont prédéterminées à l'avance, et que les événements ayant lieu dans leur partie ne soient pas pleinement retranscrits d'une phase à l'autre. Un problème qui peut être aisément résolu si l'on conçoit les phases les unes après les autres. L'organisateur aura donc moins de travail à effectuer en amont, mais plus de travail entre chaque phase. Et il est d'ailleurs possible de pousser ce concept plus loin avec le dernier type de campagne que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est de loin mon préféré. La campagne ouverte. Au départ, une campagne ouverte se présenterait ainsi. Les joueurs doivent disputer un premier scénario menant sur... Eh bien, on ne sait pas. Et l'organisateur non plus ne le sait pas. Car il n'est pas possible de déterminer la meilleure suite à ce scénario avant qu'il n'ait été disputé. Une fois seulement que cette première partie aura été jouée, l'organisateur pourra prévoir le scénario qui suivra. Voici à quoi pourrait ressembler en pratique le lancement d'une campagne ouverte. Comme toute campagne, elle se doit de démarrer par un thème, un début d'histoire. Reprenons ici une fois de plus le même thème de l'assaut planétaire orc sur une planète impériale. Commencer par un simple petit encart de quelques lignes seulement, comme on en trouve dans les chronologies des livres Warhammer, des codex, etc., est un excellent point de départ.
Un point en plus si vous pensez à y ajouter une petite datation conforme au bon vieux calendrier impérial, ou bien conformément au nouveau système de datation établi par Guilliman et ses amis dans Vigilus. C'est vous qui voyez. Donc voilà l'introduction qui sert de point de départ à notre campagne. Banni de son clan pour avoir défié plus fort que lui, le boss orc Srotslacha décide de fonder son propre clan et jette son dévolu sur le monde de Yems pour y installer sa colonie. Ce monde glacier ne présente que peu d'attrait, mais il est proche, vulnérable, et cette première prise enivrera les boys qui trépignent déjà d'impatience dans la soute du croiseur. Donc ce point de départ pour notre campagne semble prescrire un premier scénario mettant en scène le débarquement des orques depuis leur croiseur sur la planète de Yems. Mais qu'arrive-t-il ensuite? Quel sera le second scénario? Eh bien on pourrait décider de le prédéterminer, ou même de prévoir 2 ou 3 possibilités, ou bien on pourrait tout simplement attendre de voir comment se déroule ce débarquement. Car il est possible qu'il se déroule de manière très prévisible, les orques massacrant des forces de défense planétaires prises au dépourvu, mais rien que ce premier scénario pourrait déjà prendre une tournure complètement inattendue. Par exemple, si le boss orc Srotslacha, un personnage important, le seul présenté en fait dans l'introduction de notre campagne, vient à mourir au cours de ce premier scénario. Supposons que, par la grâce de l'empereur, ce personnage prépondérant soit finalement capturé ou tué par la petite garnison de forces de défense planétaire qui était présente sur le lieu de débarquement. Une tournure plutôt inattendue pour notre campagne, qui pourrait faire voler en éclats tout l'arc narratif prévu par la suite. Eh bien, ça n'est pas un problème si l'on n'avait rien prévu à l'avance. Le résumé de la première bataille, le petit encart chronologique, reste à écrire en fonction du déroulement de celle-ci. Et c'est ce petit résumé de la première bataille qui va souffler à l'organisateur le second scénario. La campagne est donc finalement inventée au fur et à mesure que les joueurs la jouent. Alors quels sont les avantages et les inconvénients d'une campagne ouverte? Eh bien le premier avantage, qui sera aussi son premier inconvénient, c'est que la campagne n'est pas écrite à l'avance. Les joueurs ressentent donc que ce sont vraiment eux qui écrivent l'histoire. Contrairement au type de campagne que l'on a vu précédemment et où les joueurs doivent se conformer eux-mêmes à l'histoire, ou au moins à l'une des histoires prévues pour eux, là c'est l'histoire qui se conforme à leurs agissements, au déroulement exact de leur partie. Un autre avantage certain est que ce type de campagne requiert peu de travail préparatoire, voire quasiment pas. Il suffit d'avoir un fleuve de campagne, comme c'est le cas pour n'importe quelle campagne de toute façon, et de trouver un premier scénario. Ensuite, il y a également l'adaptabilité. Avec une structure aussi légère que celle-ci, une chronologie à mettre à jour au gré des batailles, il est facile d'accueillir de nouveaux participants, de combler des désistements, d'effectuer des ajustements des déséquilibres d'une partie à l'autre. Mais la campagne n'étant pas écrite à l'avance, l'organisateur doit gérer l'évolution de celle-ci durant son déroulement. De plus, il n'y aura pas de support visuel pour aider l'organisateur à convaincre les joueurs qu'ils vont participer à quelque chose de grand. En somme, une campagne ouverte est une campagne imprévisible. Et c'est ce caractère imprévisible qui va à la fois réjouir les joueurs et intimider l'organisateur. Chaque joueur aura vraiment l'impression avec ce type de campagne de prendre part à une narration à 3, lui, son adversaire et les dés. Certes, la campagne a un synopsis au départ, mais il n'appartient qu'aux joueurs d'en écrire la fin. Ils pourront s'éloigner autant qu'ils le souhaitent de l'arc narratif prévu initialement, et ceci pourra sans doute constituer un argument qui aura plus de poids que n'importe quel organigramme ou n'importe quel support visuel pour votre campagne. Quant à l'organisateur, s'il peut sembler intimidant de se lancer dans l'aventure d'une campagne avec des joueurs dont il ne connaît même pas encore le deuxième scénario, eh bien il lui suffit simplement de se lancer. Après ce premier scénario débarquement, on pourrait imaginer 1 million de possibilités différentes, et c'est cela qui peut être intimidant pour l'organisateur. Alors qu'une fois que ce scénario a été joué, le déroulement de la partie va indiquer de lui-même 1, 2 ou 3 possibilités maximum de suite, et l'organisateur n'aura qu'à choisir sa préférée pour la mettre en scène dans le second scénario. La contrainte stimule la créativité. Supposons que ce scénario 1 de débarquement, qui devrait vraiment se jouer à l'avantage des orques, qui tombent par surprise sur des forces de défense planétaires prises au dépourvu, prenne la tournure d'un massacre dont il ne réchappe que quelques survivants, il sera intéressant de mettre en scène à travers une autre petite partie la fuite de ces quelques survivants pour voir s'ils parviennent à prévenir par radio le reste des forces de défense planétaires. Inversement, si ce débarquement tourne au fiasco pour les orques et que leur big boss ou leur big mech est tué dans ce premier affrontement, cela va vous orienter vers un arc narratif complètement différent.
Une fois la partie jouée, l'organisateur saura où aller. À plus forte raison parce que les parties de Warhammer sont souvent séparées par plus d'une semaine de délai, ce qui laisse amplement le temps à l'organisateur de trouver le prochain scénario. Il suffit juste d'organiser cette première partie et tout le reste en découlera logiquement. Bien sûr, il peut être utile d'avoir plusieurs scénarios prêts à jouer sous le coude pour servir de joker dans les moments où vous n'aurez pas le temps d'improviser un scénario entre deux parties. Mais vous trouverez beaucoup de ces ressources dans les livres de règles Games Workshop, Forge World et dans la description de cette vidéo où je vous ai mis également tous les scénarios de la campagne Venexian Sector qui sont suffisamment polyvalents pour représenter un tas de situations différentes. De plus, dans une campagne ouverte, vous n'avez besoin que d'un minimum de 2 joueurs, et ça ne pose aucun problème si l'un de ces joueurs est aussi l'organisateur. Vous n'avez besoin de rien de plus que le strict minimum pour jouer à Warhammer. Si vous pouvez jouer à Warhammer, vous pouvez jouer une campagne ouverte dès maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout le travail préparatoire que l'on associe souvent à une campagne, vous avez juste besoin d'un point de départ. Alors si vous êtes 2, que vous avez chacun une armée peinte, vous avez tout ce qu'il vous faut. Votre aventure peut commencer dès la prochaine partie, et tout le reste va se dérouler naturellement devant vous.